Ciao, ciao. Docteur Einstein. Désolé, je suis le professeur, vous en êtes pas. Ah, ben merci. Ah, ben, hey. Ok, mais c'est pas grave. Le temps qu'on perd au début de la période, on va l'apprendre à la fin. Bon. Alors, on commence tout de suite, ok? Alors, on va commencer avec le cours numéro 19. Je vais me passer les feuilles du syllabus. On a une heure pour faire ça. Fait que, on n'y est pas parce qu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Je passe le plan de cours. C'est rare que les profs font ça, mais. Merci. Et puis moi. Ah, ben, Gentil matière. OK. Alors aujourd'hui, bon, on n'a pas un sujet très simple, là. C'est un peu un complément au cours de cosmologie 103. C'est pas dans le programme, donc ça ne sera pas dans le test. Inquiétez-vous pas, s'il y en a qui ne comprennent pas, posez des questions en masse, c'est pas une matière à examen. Bon, alors, je vais vous tableau. Bon, quand c'est ma classique des corps. Dans mon temps, on n'a pas le droit de questionner. Vous levez vos mains si vous voulez poser des questions, c'est comme d'habitude. Le professeur, comment une cruche dans la classe? Et ça va pas la peine d'expliquer. Vous levez la main, c'est comme d'habitude, je n'ai pas besoin de répéter. Chance que William n'est pas ici, parce que si je t'endormais, il faudrait se tirer le clé. Alors bon, on va commencer par expliquer c'est quoi un peu l'antimatière. Donc, comme dans mon plan de cours, on va commencer par une petite introduction au sujet. Ensuite, on va voir qu'ils ont réussi à créer de l'antimatière. C'est quoi, comment ça fonctionne, comment ils ont réussi à le créer, c'est quoi, c'est ça. Ensuite, on va déterminer, là, ça va rentrer un peu plus dans le niveau cosmologie dans le cours qu'on est présentement. Pourquoi est-ce qu'on a vaincu l'antimonde? Okay? Parce qu'on sait qu'il y aurait eu deux mondes au début, là, pour une des lois, comme je l'ai expliqué durant le temps du cours. Ensuite, ça fait rêver les ingénieurs, évidemment, parce que ça envoie des idées c'est de l'énergie pure, c'est de la plus haute source d'énergie qu'on n'a jamais été capable de trouver. Et puis ensuite de ça, une conclusion très brève, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Alors, on va commencer tout de suite avec l'introduction. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait de l'antimatière? C'est pas juste pour le plaisir de faire de l'antimatière. J'ai réussi à faire de l'antimatière, ça m'a coûté des milliards de dollars, puis c'est juste pour le fun de l'avoir. Non, c'est pour évidemment savoir les bases de notre univers et tout ça. Et l'antimonde, c'est pour savoir aussi si l'antimonde respecte les mêmes lois de la physique que notre monde à nous. OK, donc, on a réussi à créer l'antimatière au CERN, OK, c'est une chambre de recherche de Genève. On a réussi à créer ça. OK? Et puis ça amène des questions évidemment sur le Big Bang. Pourquoi est-ce que la nature a préféré la matière à l'antimatière? Pourquoi est-ce qu'elle a une préférence pour une des deux? Et puis évidemment, ça fait rêver les ingénieurs, comme je le disais tantôt. Mais c'est sûr que les ingénieurs disent on a une matière, puis l'antimatière, ça fait une explosion incroyable. Alors, on a de l'énergie en quantité. Et puis on va voir pourquoi ça fait rêver les ingénieurs autant que ça. On va passer au deuxième point qui est, ils l'ont créé finalement, ils ont créé l'antimatière. Alors on apprend que l'antimatière existe en 1931. C'est un certain M. Dirac, qui fait une équation, et puis dans son équation, il s'aperçoit que, à un moment donné, si on crée un atome, ça mène un trou en quelque part, donc il faut que ce trou-là soit comblé par quelque chose. Ce quelque chose-là, c'est l'antimatière. Mais lui, il ne savait pas dans ce temps-là, il était trop. Il en savait pas assez. OK. Mais il faut aussi respecter des règles. Quand on avance une théorie comme ça, il faut faire deux en un. Parce qu'il y a d'un bord la théorie quantique et l'autre bord la théorie d'Einstein. Okay? La physique quantique et la physique d'Einstein conventionnelle. Donc, il faut essayer de mettre ces deux-là ensemble pour que ça fonctionne dans les deux théories. OK. Ensuite, il faut généraliser les théories quantiques, évidemment, pour qu'ils deviennent en accord avec celles d'Einstein, parce que, pour que ça soit vrai pour les deux. OK? Donc, ce qui arrive avec l'antimatière, c'est que lui a découvert dans son équation que, à un moment donné, il s'est aperçu que les particules allaient avoir tellement moins d'énergie qu'ils allaient avoir une énergie négative. Donc, l'antimatière, c'est de l'énergie négative. Sauf que le problème avec ça, c'est qu'on sait que la matière, on le sait, je ne sais pas, la matière, elle essaie d'avoir un niveau d'énergie le plus bas possible. Donc, si elle réussissait à avoir une énergie négative, elle s'effondrerait sur elle-même. Il y avait bien de la misère à comprendre ça, il n'était pas capable. Il y avait de la misère. Donc, évidemment, si on a une particule négative, je vais dire une particule négative,
elle va évidemment émettre une ondulation, des ondes négatives aussi. Et puis, des ondes négatives, ça revient à remonter le temps. Oh, excusez-moi. À remonter le temps. Donc, si on voit une espèce de, en théorie cause-effet, donc on a un effet, et puis ensuite on a une cause. L'effet vient avant la cause. C'est-à-dire que la cause, c'est que j'allume l'interrupteur, puis l'effet, c'est que la lumière s'allume. Mais là, la lumière s'allume avant même que je touche à l'interrupteur. C'est quelque chose qui ne fonctionnait pas dans sa théorie. Donc, l'effet précède la cause. Ensuite de ça, bon, vu qu'on a des particules d'énergie négatives, ça engendre ça. Et puis, donc, si on dit que dans notre monde, on a des particules positives, okay, donc qui émettent des rayonnements positifs, qui remontent le temps, est-ce que ça veut dire que dans l'antimonde, c'est des particules négatives qui émettent des ondulations négatives et qui remontent le temps? Ça se tenait debout. C'est juste pour dire que ça se tenait debout. Donc, là, il y a un peu de temps qui passe, et puis Carl Anderson, ça c'est un américain. Un moment donné, il prenait des photos de l'atome, tout ça. Puis un moment donné, il s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de ligne rouge qui traversait sa photo. Il pensait que c'était un petit scratch ou quelque chose qui n'était pas correct. Finalement, il s'est rendu compte que c'était un anti-électron, ou un positron, comme on appelle. Donc, c'était un anti-électron qui avait traversé sa photo. Il ne savait pas dans ça. Donc là, il s'est mis à faire des recherches, puis finalement, il a trouvé que c'était un électron qui avait la même masse qu'un électron normal, mais il y avait une charge positive. Vous savez que les électrons ont une charge négative normalement, puis ils tournent autour du noyau qui est positif. Okay? Sauf que lui, il avait trouvé exactement la même chose, sauf que c'était positif. Il se posait vraiment des questions. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il a fait des recherches, puis finalement, il s'est aperçu que c'était à cause des rayons cosmiques qui rentraient dans l'atmosphère, donc c'est une espèce de rayon, et puis les rayons cosmiques libéraient son énergie dans l'atmosphère, et puis ça créait de l'antimatière. C'était pas vraiment de l'antimatière, c'était un anti-électron. Donc, on appelle ça de l'antimatière, mais c'est pas encore des atomes. Bon, on arrive au deuxième point qui est particules antiparticules. Particules versus antiparticules. Bon, c'est facile. Alors là, c'est là qu'on va, c'était pas si compliqué que ça. J'espère que tout le monde a compris. Vous avez des questions? OK. Si tout le monde a compris. Parfait. Alors, bon. Pour chaque particule, il y aurait une antiparticule. Qu'est-ce qu'une particule? G. Alors, nous avons, pour avoir une particule, ça prend 4 choses, 4 forces, les 4 forces de la physique quantique. C'est-à-dire la force gravitationnelle, la porte de Newton, la force gravitationnelle, la force électromagnétique faible et la force électromagnétique forte, et l'autre force, je ne me rappelle plus. La force faible. Faible, forte, je dis, et gravitationnelle. Il m'en manque une, je ne sais pas c'est laquelle. En tout cas. Les charges, donc, les 4 charges. C'est pas nucléaire? Nucléaire, oui, je pense. J'étais pas sûr. Donc, les charges, c'est les 4 charges qui vont déterminer les particules. Je crois qu'il y en a plus qu'une autre, moins qu'une autre. Donc, ça va déterminer la particule. Ça, c'est selon la théorie quantique, évidemment. Bon. C'est pas à notre niveau familier, évidemment. On va pas dire, regarde, ça, c'est une particule de niveau 1, niveau 2. C'est pas à notre niveau macroscopique, évidemment. Donc, on voit ici que, bon, si j'ai un proton, bon, on peut faire une ligne, là. Alors ici on a la matière, ici on a l'antimatière. Bon. Donc, du côté de la matière, on a un électron négatif. Du côté de l'antimatière, on a un positron qui est un positif. Okay? Ici, c'est le contraire. Ça veut dire que tous les électrons ont un positron. Si on a un proton qui est positif, qui forme le noyau de l'atome, tout le monde comprend? On a donc un anti-proton qui est négatif. Vous allez me dire, qu'est-ce qui arrive avec le neutron? Il est neutre. Non, c'est pas grave. Il est neutre. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, lui aussi, il a son antineutron. Sauf que, bon, c'est une charge antineutre, donc je ne rentre pas dans les détails parce que c'est très compliqué. Je vais barrer mon salon. Donc, toute particule a son antiparticule, sauf une. Le photon. Le photon est son antiparticule. C'est-à-dire que le photon est une antiparticule et une particule en même temps parce que c'est des énergies. Tout le monde me suit? On passe au point numéro 3. Le mode d'emploi pour faire chez vous de l'antimatière. Donc, bon.
l'antimatière est devenue banale depuis 1955. On a découvert qu'on pouvait fabriquer un antiproton. Proton. OK? Donc, c'est le contraire d'un proton. Et là, on s'est rendu compte que bon, c'était pas si banal que ça finalement parce qu'on pourrait exploiter. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre. Pour faire un noyau, ça prend. Oups, non. Pour faire un noyau, ça prend un électron et un proton. Donc, si on prend un antiproton et un antiélectron, on devrait avoir un noyau, un atome d'antimatière. C'est ça qu'on veut faire. Sauf que c'est pas si simple que ça. Donc, on a réussi à faire ça au collisionneur au CERN, que je parlais tantôt à Genève. Okay? Donc, on a réussi à mettre ces deux éléments-là ensemble pour faire un antiatome. Okay? Donc, c'est ça. On effectue des collisions entre ces deux-là pour que le manier puisse se mettre ensemble et puis faire. Alors maintenant, vous excusez mes qualités en dessin, mais je vais vous dessiner de quoi ça a l'air un collisionneur. Bon. Alors, ça commence un peu comme ça. Alors ici, on a une petite boîte avec des antiprotons, qui sont des charges positives. Mais négatives parce que c'est des antiprotons. Bon, on comprend jusqu'ici, là? Antiprotons. OK? On envoie les antiprotons dans un petit tunnel qui va se raccorder à une espèce de gros carré. Qui sert une espèce de. C'est un accélérateur. Okay? On appelle ça un accélérateur. Bon. Donc les antiprotons partent d'ici. Ça va, puis ici, il y a des aimants pour les faire tourner. Donc, avec le champ magnétique. Ça va ici. Sauf que là, ça ne sert à rien de les faire tourner même. C'est là-haut, puis ils tournent, et puis bon. Donc, ici, on a une espèce de petite boîte qui va jeter un gaz de xénon. C'est un gaz rare, ok? On s'entend. Alors, ce qu'on va faire, c'est que dans le gaz de xénon, bon, c'est évidemment composé d'un noyau avec des électrons qui tournent autour. Donc, le noyau, il y a beaucoup de petites boules. Là, on voit notre antiproton, c'est pas. Là, maintenant, il pogne le jet de xénon. Ici, dans notre antiproton qui arrive. Et là, maintenant, il pogne le noyau de xénon. Fait qu'est-ce qu'il va. Il va rebondir dessus, évidemment. Mais en rebondissant, il va faire, une fois sur quelques milliards, il va faire un positron. Un anti. Non. Un anti-électron, c'est ça. OK? Donc l'antiproton va frapper, pop, voilà, il va y avoir un anti-électron. Comme les deux ont la différence, ont une différence de vitesse assez faible, ils vont pouvoir former un antiatome. Mission accomplie. Est-ce que tout le monde a bien compris? Non? Pas du tout? Vous voulez que je recommence? Est-ce que ça réussit, oui? Ça réussit. Sauf que là, on a des positifs. Donc, si on met des éléments négatifs sur le bord, si on met des éléments positifs ici, ça va bien, on est capable de faire tourner les choses. Ils sont comme repoussés, vont tourner. Donc, ici, on est rendu avec un atome neutre. Il est neutre. Il est positif, négatif, ça s'équivaut. Ce qu'on fait, c'est qu'ici, il y a un petit tunnel qui continue. Donc là, il continue à tourner. Il a pogné son électron. C'est rendu un atome d'anti-hydrogène. Tu l'emmènes dans l'accélérateur. Ah non, c'est. En tout cas, ça marche pas, mais c'est pas grave. Il tourne de l'autre bord, on va faire. Il tourne de cet endroit-là. Il tourne comme ça. C'est un one-way dans ce sens-là. Je m'excuse. C'est classique pour les professeurs de faire des erreurs. Alors, tant qu'il n'y a pas des élèves méchants qui sautent dessus pour les gasser. Alors, on continue ici. Et puis là, on prend notre noyau de xénon. On est devenu un atome d'anti-hydrogène. On est neutre. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun élément qui nous influence. On continue notre chemin. On se fout des aimants, ça ne dérange pas. On continue notre chemin ici. Alors ici, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre, il faut bien l'arrêter un moment, cette antimatière-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on envoie un rayon gamma. À peu près comme ça. Ouais. Rayon gamma, qui est composé d'électrons. C'est une fluctuation d'électrons. Donc, quand l'anti-électron prend comme l'électron, qu'est-ce que ça fait? Boum! Bon. Et là, qu'est-ce qu'il reste quand il n'y a plus d'électrons? Il reste. Arrête une minute. C'est pas un rayon bêta que tu voulais dire? Non, c'est bien marqué gamma ici, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Gamma, c'est des photons. C'est ça qui était marqué dans le livre, en tout cas, je suis sûr. En tout cas, ça doit être bêta, on va dire. En tout cas, ça doit être ça parce que moi aussi, je savais que gamma c'était des photons, bêta c'est des électrons, puis alpha c'est des noyaux des liens. Bon. Donc on envoie des électrons ici, donc rentrer en contact avec ça, ça fait boum. Sauf que là, il ne reste plus d'électrons parce qu'on appelle un phénomène qui s'appelle l'annihilation. Excusez la prononciation. L'annihilation. Donc, notre position qui est arrivé ici, c'est-à-dire l'électron qui est positif, il est disparu. Donc, il nous reste juste
C'est qui est disparu. L'anti-électron est disparu. Il nous reste juste l'antiproton. Dans l'antiproton, là, on a une espèce de camp des antiprotons ici. OK? Donc, je comprends pas. Là. quoi? Oui. Tu envoies les antiprotons Ouais. pour récupérer les antiprotons. Oui. Parce que ici, là, c'est là qu'on va. Parce que là, on a de l'antimatière, mais on ne sait même pas. On ne sait pas. Ici, là, quand il passe quelque chose, on ne sait pas. C'est pas détectable. Ah, c'est pour tester si C'est pour... qu'est-ce que ça fait. Quand ça fait boum, là, C'est là qu'ils c'est là qu'ils envoient un appareil photo spécial pour prendre des photos d'atomes, tout ça. Ils vont voir des trajectoires. Alors, là, ils vont pouvoir déceler qu'il y avait de l'antimatière. Tu sais, des trucs, dans le fond, ça va faire à quoi? Ça va leur faire à dire, Victoire, on a réussi à faire de l'antimatière. Bon. Ah, donc, avec 3 milliards de collisions ici, là, ça c'est les collisions, en fait. Avec 3 milliards de collisions, on a réussi à faire 9 atomes d'antihydrogène. C'est bon. OK. Donc, certains doutent, évidemment, cependant, de la valeur de l'expérimentation, parce que, bon, ça pourrait être des erreurs de lecture de pareil, mais c'est très peu probable. OK, il y a 23 scientifiques. Cette expérimentation-là a été faite par 23 scientifiques, rassemblés par Walter Orla, c'est un Norvégien, je pense. Un Suisse. Ouais, Suicien. Suicide. Est-ce que tout le monde a bien compris le principe de fabrication d'antimatière? Oui, oui. Vous pourriez en faire à ce moment dans votre salon si vous voulez. Bon, c'est bon. Bon. OK. Voilà. Bon. Ça va bien, on est rendu déjà à notre point. C'est pas 2.4. l'aspirateur, ça me l'air assez. C'est ça, bon. Rien, vas-y. Ça passe bien grand, l'accélérateur. 20 mètres. C'est le carré. Le côté du carré qu'on a vu ici, là, c'est 20 mètres. 20 mètres de côté du carré. C'est quand même assez. OK? Donc, bon, j'arrive aux perspectives, c'est un peu une vue d'ensemble. On a défini que je l'ai pas arrêté à monsieur. Alors, est-ce qu'une. Je commence par une question un peu niaiseuse. Est-ce qu'une Monsieur antiforme tomberait de son entière? Il y a tout ça dedans. Dépêche-toi, on est rendu dans l'antimatière. Là, Oh, faut ouais. pas demander dans Il y a le bout. Les chaises, c'est pas long. OK, donc, est-ce qu'une antiforme tomberait de son entière? Pareil. On ne sait pas. On a lancé une espèce d'idée. Et puis, bon, à quoi ça sert de base si on ne peut pas vérifier qu'une antiforme tombe de son entière? Ben, ça sert évidemment à trouver les principes de symétrie en physique. On en parlait un petit peu dans le cas. Okay? Donc, est-ce que les antiatomes se comportent exactement de la même façon que les atomes normales qu'on connaît aujourd'hui? La gravitation, est-ce que ça fonctionne de la même façon du côté de l'antiatome? Mais évidemment, bon, avec 9 atomes d'hydrogène, là, on n'a pas assez pour évidemment trouver ça. On aurait besoin d'1 milliard d'antiatomes. Évidemment, c'est impossible de les garder parce que si on les détruit, même là, si on les laissait continuer, ils rentreraient en contact évidemment avec la matière, boum, ils sont instantanés. Donc, bon. Mais bon, il y a quelqu'un qui a trouvé un truc là. Il créerait de l'antimatière froide. Okay? Il pourrait conserver ça 3 semaines dans une espèce de piège magnétique, là, c'est tous les aimants autour. Sauf que l'astuce, c'est que comment tu fais pour verser ton antimatière maintenant dans quelque chose pour vérifier ton expérimentation? Ça n'a pas. Donc, c'est ça. Alors, ça, c'était les perspectives. Tu mets le bouchon au lieu de l'enlever. Oui, mais là, le bouchon, il est fait en quoi? Non. Pas de pression. En antimatière. Oui, pour faire le bouchon d'antimatière, il faut en conserve. En tout cas, ça revient, ça prend beaucoup de temps. C'est un bouchon magnétique. Oui, un bouchon magnétique. Bouchon magnétique, ben oui, pourquoi pas. Mais quand tu l'enlèves, le bouchon magnétique, les antiatomes sortent, je les sortent dans la matière. Boum! Il sort quand tu mets le bouchon. Ben, c'est la matière qui Ouais. C'est ça, c'est toi. C'est vraiment les deux, mais. C'est bien, C'est mais. bien entre les deux. Ok, ça se peut, mais il faut me ça. C'est la seule. Là, on rentre dans le cœur de la discussion. Pourquoi avons-nous vaincu l'antimort? Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui et que c'est pas l'antimatière? C'est bien ça. Pourquoi? Parce que la matière, elle a grandi, puis l'autre, elle s'en va vers la descente. Non. Non? C'est de l'énergie négative tantôt. C'est exactement la même chose que nous autres, sauf C'est que, la même affaire. C'est la même chose, excepté que excepté qu'on aurait. si elle ne rencontre pas de matière, Alors j'y vais. Ça monte le temps. C'est complément. Elle s'en elle ne va. se détruit pas. C'est la même chose, excepté qu'elle est négative au lieu de Un positive. négatif au lieu de positif. Bon. Alors ici, j'ai ma belle petite barre ici. Alors, on va dire, je vais faire une petite expérimentation. Comme je croque de façon. Expérimentation bien niaiseuse. Quand je croque ma pomme, c'est normal que la partie ce qui est parti de la pomme se retrouve dans la bouche. C'est tout à fait normal. C'est évident. Sauf que ce qui arrive avec l'univers, c'est que quand je croque ma pomme, ben, la pomme elle reste complète. Je m'explique. C'est le principe de la symétrie. Okay? Tout ce qui disparaît dans l'endroit réapparaît à l'autre.
Rien ne se perd, rien ne se crée. On a l'antimatière, tout s'en va de là. Bon. Donc, au début du siècle, au début de l'univers, c'est-à-dire, alors, on commence à, qu'est-ce qui est arrivé? Au début, il n'y avait rien. On dit dans mon carré ici, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est une boîte à l'eau, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas rien. Il n'y a rien. Bon, il n'y a rien, il faut s'expliquer, il n'y a rien. C'est un rien quantique. Donc, un rien quantique, ça veut dire qu'il n'y a pas de matière qu'on connaît aujourd'hui, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Ça veut pas dire qu'il n'y a rien. C'est rien qu'on connaît aujourd'hui, qui est dans notre monde présent. Okay? Donc, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que mon petit carré s'est mis à bouger. Il a décidé de fluctuer, ce qu'on appelle la fluctuation originelle. Okay? Évidemment, bon, pour qu'on soit là aujourd'hui, vous vous doutez bien que si je prends une antimatière et une matière, j'ai l'ensemble, ça bouge. Il faut bien amener qu'il y ait plus de matière pour que quand il est fini de tout s'annuler, il reste juste de la matière. Sauf que là, quand le vide bouge, il va créer de l'énergie. OK? Il va créer de l'énergie. Vous savez toute la formule. Tout le monde le sait, je pense, bien sûr. Alors, ce que je disais tantôt, le vide, il n'y a pas de particules réelles. Ça veut dire que quand c'est vide, il n'y a rien. Ben, rien, c'est quelque chose, donc c'est pas vide. Compliqué. Code. Il y a un potentiel, là. C'est ça. Il y a un potentiel là-dedans. À un moment donné, ce potentiel-là s'est décidé à bouger. Donc, il a fait une fluctuation. Ça a créé énormément d'énergie. Mais évidemment, à cette température-là, ben, c'est évident qu'à un moment donné, l'énergie va se transformer en matière, la matière peut se transformer en énergie. On n'est pas trop sûr. Donc, on a une fluctuation quantique du vide qui va créer des photons. Des photons, je les fais comme ça. C'est de la lumière, autrement dit. Qui ont un très gros potentiel énergétique. Okay? C'est très très fort en énergie. Okay. Donc, les photons vont engendrer, vont se transformer en matière, c'est-à-dire les photons vont créer, ça veut dire créer, okay? Un quark et un antiquark, qui est un triangle plein. Okay? Un quark et un antiquark. Tout le monde me suit? C'est vrai ce que je dis? Quoi? C'est pour moi. C'est bon? Ok, c'est bon. Je pensais que j'ai parlé dans Moi, je voudrais poser une question. Oui, vas-y donc. Tu parles avec de l'énergie puis des photons. Oui. Photons, ça n'a pas de masse. Comment tu fais pour l'élever à MC2? c'est de la masse. C'est de la matière. C'est de la masse, là, mais la matière, c'est de la masse, dans le fond. Les antiquarks, demande-moi pas, c'est comme ça. L'énergie se transforme en matière. Si je pars avec de l'énergie, des photons, c'est de l'énergie. L'énergie, là, c'est rien, c'est de l'énergie. Ça va transformer en matière qui est les quarks et les antiquarks. OK? Parce qu'il faut toujours que le principe de symétrie soit respecté. Si on crée un quark, il faut créer un antiquark. On a ça avec les centrales. On fait le contraire, nous autres, à la centrale. On fait de l'énergie de la masse. Ouais, on a les électrons, au contraire. On a de l'énergie qui est de la matière. Bon, regarde, tu vois, là? Là, on a ça. Donc, hey, l'énergie, ça peut être quelque chose. Quand ça passe proche d'une masse. L'énergie, ça peut être de la Il n'y a matière. pas de masse, on est au début de l'univers. L'énergie. Il n'y a pas de masse, il n'y a pas de soleil. Il y a pas de... Guy, l'énergie qui fait en centrale, elle pèse quelque chose? Un potentiel. L'énergie qui fait en centrale, elle pèse rien? Non, mais elle vient de la matière. Elle vient de la matière, donc c'est normal de dire qu'avec la matière, si 2 plus 2 égale 4, 4 égale 2 plus 2, c'est Il normal n'y a de pas de dire ça. matière, là. L'inverse, T'as ça des fait photons, t'as dit. C'est de l'énergie. Donc, à partir de cette énergie-là, je peux créer de la matière. Et des photons. Et des photons. On l'a avec les électrons. Les photons sont mon énergie. Ils vont créer la matière. Oui, pour avoir de l'énergie, il faut qu'il y ait une masse en premier. Non, la différence, c'est que la masse, c'est comme si c'était de l'énergie, mais qui ne se déforme pas. C'est comme si c'était un pacadon qui est toujours regroupé ensemble. Ça fait de la masse. Oui. Oui, on les mesure. Ah J'ai raison, T'as j'ai un raison. rayon, là, il peut passer Comme proche d'un d'un atome, puis il va créer un électron plus un contraire. Positif. Parce que le bêta, c'est comme matière antimatière. Puis on On part avec des photons, on part avec de l'énergie. Les photons, à cette température-là, ils vont se décomposer en matière. Puis à chaque fois qu'il y a un photon qui se décompose, ça crée un quark et un antiquark pour respecter le principe de symétrie. Parce que quand tu crées quelque chose, il faut que tu crées quelque chose qui va pouvoir l'annuler ensemble.
Donc, bon, ça veut dire que, puis à un moment donné, mettons mon quark, ici, mon rencontre mon antiquark, c'était de l'amour fou, puis là, bon, à un moment donné, ça va faire une explosion. Ça va se transformer en photon. Quand tu vas rencontrer deux particules d'antimatière, ça crée un photon. Donc, là, évidemment, mais ça va se répandre dans tout l'univers. Mais évidemment, plus ça se répand, moins c'est concentré, donc plus la température va baisser. C'est bien? Donc, et voilà. Alors, je fais un petit diagramme qui va bien vous aider à comprendre. Je regarde mon équation ici. OK? Alors, j'ai une particule ici. Et j'ai une antiparticule. Bon. Je les envoie une sur l'autre. OK? Ça fait boum. Et j'ai un photon qui part. À cette température-là, incroyable de 10 à la... 10 à la 26. 10 à la 26 degrés Celsius, je pense, c'est ça. C'est bien. On peut partir du photon, et le photon va donner une particule et une antiparticule. Bon, combien? C'est ça en gros. En créant ici l'énergie, évidemment. Ça prend beaucoup d'énergie pour faire ça. C'est comme... comprenez-vous? Alors, la particule, avec beaucoup de particules autres qui vont se mêler, là, il y en a des milliards, là, ça va créer un univers. J'y arrive. Faut pas De toute façon, tu parles avant du Big Bang. Non, Oui. ça c'est au début du Big Bang, genre 10 à la moins 35 secondes après le Big Bang. Après le Big Bang. Après. 10 à la moins 35 après. Oui. C'est loin. Faut que ce soit après, parce qu'avant, il n'y a pas de Avant, il n'y a rien. Là, on dit, bon, c'est bien beau. C'est quoi? Avant, il y a de quoi, mais c'est un potentiel. Il n'y a rien qu'on connaît. Il n'y a personne qui sait ce qu'il y a là. C'est ça. Ouais, parce qu'il y a le concept d'arène. Moi, ce que je veux dire, c'est que si tu peux créer des univers visibles comme celui qu'on habite avec des particules et des ensembles de particules, tu peux créer aussi des anti-univers. Est-ce qu'il y en a autant d'anti-particules? J'y arrive. Vous vous dites bien, comment ça qu'on est là aujourd'hui? Normalement, une particule et une antiparticule, ça se fait un photon, donc ça peut se reproduire, mais tout va se retrouver en photon finalement à la fin. Il n'y aura pas rien, ça va être avec de l'énergie, il n'y aura pas de matière nulle part. Comprenez-vous? Il faut donc briser la symétrie à un moment donné. Il faut qu'il y ait une particule de plus pour qu'elle ne puisse pas se faire détruire par d'autres. Mais là, on brise une des grandes lois de la physique. Comment briser ça? J'en arrive à mon 3.2, briseur de la symétrie. OK? Donc, si le vide engendre la matière, donc si la matière, je recommence. Si le vide engendre la matière devrait donc engendrer le vide. D'accord avec ça? Normalement. C'est ça? Ouais, ça se peut. Les deux sont là. OK. Donc, là, j'ai dit tantôt, bon, évidemment, l'univers, il ne restera pas petit tout le temps. Donc, plus c'est concentré, plus il y a d'énergie. Donc, à un moment donné, l'univers commence à grossir. Donc, quand l'univers commence à grossir, il y a moins d'énergie par centimètre cube, si on veut. OK, donc, les photons, ils ne peuvent plus se transformer en matière. L'énergie ne peut plus se transformer en matière, c'est plus assez compact. OK? Donc, donc, il y avait donc un peu plus de matière. Donc, le reste de matière qui restait, ça forme l'univers aujourd'hui. OK? Mais c'est impossible à cause de la théorie de la symétrie. Est-ce que tout le monde comprend? C'est compliqué. Tout le monde comprend? Pas de questions? Tant que c'est pas débalancé, tu peux pas. Pour pas débalancer. C'est ça. Mais si elle est là dans cette matière, où c'est qu'elle est? Mystère. La suite de la prochaine épisode. Bon. Alors, on arrive, ça va être long, c'est 3.2. Donc, il fallait avoir une résultat dans la symétrie pour avoir notre univers aujourd'hui. Donc, j'en arrive aux 4 types d'univers. Il y a 4 grands types d'univers que les physiciens ont proposés pour régler le problème d'antimatière. Il y en a un qui s'est dit, pour régler le problème d'antimatière, c'est compliqué, il n'y en a pas. Ça n'existe pas, l'antimatière, c'est des blagues. L'univers a tout le temps été là, il ne bouge pas, il a tout le temps existé. Donc, c'est le monde est fait de même. Bon. Alors, l'univers contient de la matière et l'antimatière en quantité égale. On part avec cette hypothèse-là, au début. Et puis là, la deuxième hypothèse de l'univers, alors je vais dessiner mon univers assez simpliste. C'est l'univers. On s'imagine que c'est l'univers. Donc, il y aurait une frontière qui voudrait que ici soit la matière, puis là, c'est l'antimatière. Ils sont supposés être égales, là, ils sont pas égales.
Ici, l'antimatière, puis l'antimatière. Puis ici, là, il serait repoussé, tu sais, quand vous renversez de l'eau d'une cruche d'huile, là, bon, l'eau, elle flotte sur ou bien l'huile flotte sur l'eau plutôt. Ouais. Donc, bon, c'est ce qui est arrivé, les deux matières se repousseraient mutuellement, et puis ça créerait un flux d'énergie, mais ça serait trop loin pour qu'on puisse le voir. Quand on avance une théorie comme ça, il faut bien avoir une justification. Il faut dire pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu penses comme ça? Bon. Au niveau magnétique, évidemment, bon, il n'y a pas répulsion parce que c'est positif et négatif. Une antiparticule et une particule, c'est le signe contraire. Donc, ça veut dire c'est inévitable. Donc, pas au niveau magnétique. Mais au niveau gravitationnel, on sait pas. OK? On sait pas. Puis, bon, Newton a dit que deux corps s'attirent, évidemment, quand ils sont plongés dans l'espace. Mais est-ce que c'est valable pour l'antimatière? On ne sait pas parce que ça serait de l'anti-espace. Est-ce que ça serait alors, bon. Alors, la création d'atomes d'anti-hydrogène, avec la création, on pourrait peut-être savoir pourquoi c'est comme ça, comment ça fonctionne. Donc, l'effet de répulsion, on a fait des recherches, on est arrivé à la convention que bon, l'effet de répulsion entre la matière et l'antimatière était très fort et probable. Donc, ça, c'est en 1970. Donc, puis ça contredit en plus la relativité générale, qui depuis 70 ans, ben, s'avère vrai. On est pas mal sûr que ça a pas mal d'allure ce que dit Einstein. Il n'y a aucune contradiction qui s'est arrivée au niveau matériel. Donc, c'est ça. Je contredis la théorie des quantas. Ça marche pas ensemble. En étude, tu as des contredits? Les quantas. Ah oui? Ça contredit la théorie? Ça contredit pas, c'est que ça va pas ensemble. Ah. En tout cas. Oui. Et puis là, il est arrivé un sauveur de Messie. Donc, ça, c'est impossible. C'est aussi niaiseux que de dire que l'univers peut exister. Depuis 1970, mais c'est arrivé. Et là, il est arrivé un Messie en 70, qui s'est dit, ben, il s'appelle Shakarov. Quoi? Shakarov, non, Shakarov. Il vient de Russie, c'est ça? Oui, je crois. C'est avec un nom bâton de même. En 1967, il énonce la théorie de brisure de la symétrie. Attention, on va voir tantôt à quoi ça consiste parce que c'est beaucoup moins évident qu'on pense. Parce que sans briser les lois de la physique normale, de la physique pas normale, quantique qu'on dit, la physique pas normale, la physique qui contredit un petit peu les lois de la relativité générale. Donc, bon, puis pourquoi on en arrive donc encore à la question, pourquoi est-ce que la nature a choisi la matière? L'autre type d'univers, là je suis rendu à deux, le type d'univers 3, donc lui, Shakarov, lui, ben, il a dit, on part de la théorie du Big Bang, et puis on va intégrer ça à la théorie du Big Bang. Donc ça, c'est le troisième type d'univers, le type d'univers Big Bang. Et puis le quatrième type d'univers, c'est un petit peu flyé, il devrait avoir quelque chose de bon comme ça. il lui dit que ça, c'est notre univers, puis à côté de notre univers, il y aurait un anti-univers, puis il y aurait un autre anti-univers ici, puis il y aurait un autre univers là, puis il y aurait un autre anti-univers, puis un autre univers là. Puis ça serait plein de petites bulles qui cohabiteraient ensemble, ça serait plein d'univers. En tout cas, vous pensez ce que vous voulez, mais moi je dis que. Ok. Donc, on y va. On arrive à la partie élevée un petit peu du théorème CPT. Parce qu'il y en a qui savent c'est pas. Théorème CPT, ok. C'est ça que Shakarov, en tout cas, Sakharov, qui a permis de mettre son hypothèse vraie. Okay? On s'explique beaucoup. OK. Donc, cette loi-là, CPT, le théorème, bon, ben, il va éviter l'espèce de contresens, l'effet qui précède la cause. La lumière est allumée avant que je touche l'inducteur. OK? Donc, c'est comme une espèce de vérification à son équation qu'elle a suggérée. Donc, le théorème CPT, c'est pas compliqué. Il dit que s'il y a la moitié des chances, il faut qu'il y ait la moitié des chances que ça arrive, et puis la moitié des chances que ce soit le contraire que ça arrive. Comprenez-vous, c'est très simple, là. Très expliqué. Donc, on y voit un petit peu plus élevé. Donc, CPT, pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est pas parce que CPT. C'est parce que. Bon, ça a pété un jour. Ça a pété un jour, hein? Une chance. CPT. C pour les 4 charges. P pour l'organisation spatiale. Et puis T pour le temps. Bon. Alors, je vais prendre mon exemple de tantôt.
Je vais en casser des camps de la soirée, moi. Matière et antimatière. Tu devrais écrire dans l'internet, t'en casserais moi. Ouais, non, les profs, on teste cette style-là. C'est pas vraiment avantageux quand quelqu'un qui est dans la main gauche. Ouais. C'est en écriture, on écrit de gauche à droite. Bon. Donc, Ouais, nous les avons vrais ici. C'est pour ça qu'ils cassent les crêpes. Regarde là, les... Bon, vous savez tous que le protons est plus petit que l'électron. Il est plus lourd, mais il est plus petit. Bon. Alors, bon, comme. Oui. Là, on est tous sûrs. Puis l'électron, c'est plus petit qu'un proton. Non, c'est plus gros. C'est vrai? Ça, c'est son orbital, puis gros, ça, Hein? J'ai Son toujours pensé diamètre qu'il est était plus plus gros, petit. je vous le jure. il est point. C'est comme si tu avais une bille de métal pour un proton et une grosse boule de styrofoam pour l'électron. C'est vrai, Thomas? Hey, défends-moi! Ouais, dans le sens. sûr. Garanti. Dans le sens du poids, ouais, si tu mets le volume proportionnel au poids, Mais d'accord. c'est quelque chose qui se promène partout. Bon, Mais, Le proton est plus pesant, ça, c'est sûr. le Ouais. proton est Oui, plus oui, pesant. Qui est oui, plus oui, gros, On peut là, donner c'est c'est pas. pas. mais l'électron est plus gros. Bon, c'est mon prof de physique qui l'a dit. Théorème de Paul-Montalvo. Parce que bon. Ok, donc, donc, on a un proton et un électron. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on fait rencontrer le proton et l'électron ensemble. Un Donc, noyau, ça fait un atome. un neutron qui passe et un neutrino. Neutrino. On écrit au complet, je ne sais pas si c'est la manipulation. Un Ah noyau. ouais, le trino. Neutrino. Neutrino. OK? Donc, on a un neutron et un neutrino qui part de l'affaire en TV. Imagine qu'on a une super caméra Toshiba et qu'on filme ça. On filme l'événement. On voit si lui. OK. On repasse le film à l'envers. Pour inverser, bon, j'ai encore mon théorème C. C'est plein de couleurs, c'est bon. C, bon, on inverse les charges. Les charges pas nécessairement positives, négatives, toutes les charges, les 4 charges quantiques. Bon, évidemment, on inverse tout ça. On inverse l'organisation spatiale, c'est-à-dire qu'on commence par ce bout-là. Et puis on inverse le temps, on passe le film à l'envers. Hey! Il crée en avance. Les crayons vont se tourner ensemble, comme On dans s'en dans- connaît. Bon, donc, si on a le temps, bon, fais pas écrire à terre, toi. Ah, il fait. Bon, Ah, c'est pour ça que tu dis ça. OK. Donc, on passe le film à l'envers. On voit donc, on a inversé les charges, faut oublier, on a inversé l'organisation spatiale aussi. On voit donc un anti-neutrino et un antineutron se frapper pour donner naissance à un anti-électron ou un positron et un antiproton. Tout le monde me suit? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, non, peut-être? Guy, t'es-tu d'accord avec Qu'est-ce ça? qui a fait la différence? C'est que le temps, c'est un brosse temps, en fait. Je suis Tarbrousse temps, je suis Tarbrousse charge et je suis Tarbrousse organisation spatiale. Ah ouais. Donc, tu dois Tarbrousse. Bon. Go. On va continuer. Mais, l'astuce est que, quand on inverse le temps, on se retrouve à remonter dans le temps. Ça veut dire que si on a un vaisseau spatial qui est propulsé à l'énergie anti-matière, on se retrouve à remonter le temps, on n'est pas dans Star Trek. Impossible. C'est impossible de remonter le temps. Einstein le dit. Pas impossible, mais très difficile à faire. Donc les particules remonteraient le temps. C'est difficile à concevoir. Ensuite, on parle de la symétrie P. C'est la symétrie spatiale. C'est comme si je regarderais mon film de miroir. J'inverse tout de bord. Okay? Donc si je regarde, mettons, comme moi dans le miroir, ben là, je le vois à l'envers. Ça veut dire que s'il y a une symétrie P, là, ça veut dire qu'il y aurait une entité où la plupart des humains seraient gauchers. Oh! Songez. Il n'y a plus d'électron à la virus. Il est lui. Oui, parce qu'on renversait le temps. Et puis aussi la symétrie Non, C. c'est pas trop évident. La symétrie C, là. OK, donc on a la symétrie C aussi qui évidemment, les charges, donc qui seraient l'antimatière. Évidemment, bon, on arrive qu'à dire que C, P et T ensemble symétriques, c'est impossible. Ça se peut pas. Ça n'empêche pas que C, P et T soient isolément symétriques. Et puis là, bon, on s'est dit, bon, si C, P et T sont symétriques, comment ça se fait que l'univers est né? Parce que ça brime les lois de l'univers. As-tu raison? Ça a l'air de me donner une oui, non, peut-être. Bon, OK. Donc, bon, évidemment, bon, on s'est dit, il faudrait voir si on peut violer ces règles-là. Tu sais, je veux dire, est-ce que ça se peut qu'on puisse aller à côté? Donc, on a essayé de trouver ça, puis on a trouvé que P, on pouvait la violer. On pouvait violer l'espace avec des. C'est une expérience qui a été faite avec du Colbat 60.
60, je pense. Pas mal 60. Dans 60, puis ils ont découvert qu'on pouvait violer la symétrie P. Puis ensuite, bon, ils ont dit, si aussi on peut la violer avec des kaons, c'est une autre particule qui est très difficile à fabriquer parce que ça prend beaucoup d'énergie. On se dit, bon, si aussi on peut la violer. On peut passer à côté sans que ça fasse de grosses affaires. Donc, si C et P ont pu être violés dans les petits laboratoires, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu les violer à la grandeur de l'univers? J'en arrive aux perspectives, ça c'est le bout le plus haut. On reprend tout ça du début. D'accord? Bonjour Xavier. Bonjour. L'effet précède la cause. J'ai deviné c'était qui. T'arrives juste à temps. Ouais. C'est quoi qui est le plus gros, l'électron, le proton? L'électron, le proton, quel qui est le plus gros? Pas le plus pesant, le plus gros. Tu vas voir. Le plus gros. C'est le proton. Un homme qui pense encore que la Terre est plate. C'est pas juste pas. Oh, il utilise l'électron pour réussir à faire pour séparer les atomes, il pitch ça avec des accélérateurs. J'ai lu dans un article. C'est C'est ça, ça ça qui explique. est en train de Je pensais que ça nous allait compter, là. expliquer. Ah bon, ok. Bon. Oh, désolé. On arrive à la perspective qui est, bon, une espèce, ça, on va tout mettre ça ensemble, là, c'est tout séparé, tout par rapport. On va mettre ça ensemble pour que ça ait rapport dans l'univers. Donc, on reprend tout ça du début. Ça commence. C'est sûr qu'il n'y en a pas encore compris. Est-ce qu'il y en a qui ont pas encore compris? Pas tout à fait. Et lui, s'il ne comprend pas, là, il ne doit pas avoir grand monde qui comprend ici. Là, je suis perdu dans mes entrées, tellement dit. Gros peuvent être. Bon, en récupération. Bon, on a notre petit carré de vide ici. On a la fluctuation originelle qui va libérer beaucoup d'énergie. Que monsieur ici pense qu'avec de l'énergie, on ne peut pas nécessairement faire des. C'est vrai qu'avec de l'énergie, on peut faire de la matière? Hey, toi là! T'es supposé dire oui. Oui. Non, hein, c'est bon, c'est sûr que c'est vrai, c'est Les toi, réactions nucléaires dans le Soleil, par exemple, en dépendent. ça. Tu fais des petites particules, je crois, me semble, avec de l'énergie. Ça rentre en fou, genre. On l'a aussi des centrales nucléaires. Par exemple, je pense. On l'a Bon. celui là. On fait le contraire. Messieurs. On va du contraire. Messieurs! Vous parlerez à la fin du cours. Ça va être de recevoir une clé. Alors, ça, on a une fluctuation originelle. Alors, notre vide quantique, alors, c'est un qui dégage de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Et cette énergie-là va donner de la masse, évidemment. Sauf que la masse, bon, on va la spécifier un petit peu c'est quoi. Donc, ça, l'énergie, c'est des photons. Des photons. Là, on a vu nos petits photons. Bien. OK. Donc, l'énergie, c'est des photons. Sauf que, bon, si au niveau de l'énergie-là, nos photons peuvent se transformer en bosons. Je sais pas si c'est comme ça que je prononce. Boson. Boson. En bosons, qu'on va appeler X, et des antibosons. Bon, qui vont appeler antibosons, qu'on appelle anti-X. Ça se peut, ça? Oui. OK. Bon. Et là, il faut se dire qu'au début, il n'y avait pas les 4 forces quantiques qu'on a vues. Il n'y avait rien de ça. OK? Vu que bon, c'est des photons qui donnaient des forces quantiques. C'est ça? Non, je me suis fourré. C'est pas grave, c'est parfait. Donc, au début, il n'y avait pas rien. Donc, ça s'est mis à se rassembler ensemble. Puis là, ça a fait des forces. Donc, au moment où ça nous intéresse, c'est-à-dire 10 à la moins 35 secondes, c'est-à-dire 0,035 secondes. C'est beaucoup de zéro. OK? Donc, il y avait seulement 2 forces. La force gravitationnelle et la force unifiée électromagnétique forte et faible. OK? Tout le monde me suit? Jusqu'ici, ça va bien. Presque fini. Bon. Donc, un photon va créer un X et un anti-X. La symétrie demeure encore. Le principe de symétrie est toujours là. Il y a autant de X que d'anti-X. Ça va bien, tout est beau, la vie est belle. Sauf que là, les bosons eux autres s'unifient, donc ils vont former de la matière. Okay? Donc, eux autres, le boson, les bosons s'unifient ensemble et ils forment la matière. Et ils forment l'antimatière aussi. C'est confus? Là, on recommence. Okay? Bon, je pense que je me suis mal exprimé dans le tour, mais... L'antiboson qui forme l'antimatière. Non, il n'y a pas d'antiboson. Ben, tu l'avais vu là. Non, c'était pas d'antiboson, c'est parce que je me suis trompé. Ah. C'est d'anti-X. C'était pour savoir si tu suivais.
Ouais, c'est ça. La réponse classique. Bon. Alors, on a des bosons qui vont fabriquer de l'AX et l'anti-X. Okay, les bosons peuvent créer ça. OK? Donc, les bosons vont se mettre ensemble, ils vont former de la matière et l'antimatière. Sauf qu'ils vont former un petit peu plus d'antimatière. On viole la symétrie. La température, parce que la température est assez haute. Bon. Donc, la matière, donc si je suis à cette température-là, comme j'ai dit tantôt, si le boson peut créer l'antimatière et la matière, je peux faire le contraire. Donc, quelqu'un m'a donné la réponse? Si, non, ça va bien. Si j'ai de l'antimatière et de la matière ensemble, ça fait des bosons. Non. C'est des bosons qui font de l'antimatière et de la matière. Donc, je peux dire le contraire. Si 2 plus 2 égale 4, 4 égale 2 plus 2. Donc, de l'antimatière et de la matière ensemble forment des bosons. Ben ouais. C'est comme ça. Ouais. C'est vrai? C'est vrai? C'est clair. Donc, sauf que là, il arrive un petit hic, là. La température baisse. Ils ont baissé le feu. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'à un moment donné, les bosons, ils vont se transformer en matière par antimatière, mais il n'y aura pas assez d'énergie pour qu'ils se transforment en bosons. Il va rester de la matière et de l'antimatière. Sauf qu'il va rester un petit peu plus de matière encore. Mais le phénomène de la symétrie est toujours respecté. Cause que, bon, on retourne en boson anyway, mais là, quand on ne retourne pas, c'est pas grave. Parce que c'est encore de la symétrie anyway. Donc, il y aurait une particule de matière sur 1 milliard une particule d'antimatière-matière, couple antimatière-matière. Il y en aurait une sur 1 milliard qui aurait resté. Et puis c'est à partir de 1 sur 1 milliard là qu'on aurait notre monde et notre univers actuel. Cette théorie est très fort probable parce que c'est en concordance avec la relativité quantique. La relativité quantique. Wow! La technique de la relativité et la technique quantique. Monsieur Gorin, j'ai ouvert à dire démentir. Non, non. Ouais, quand tu dis 1 sur 1 milliard, c'est symétrique, ça là. C'est ça. On reste symétrique parce qu'on a. C'est ça, on a violé la Comme symétrie. si c'était un nombre impair. On a violé la symétrie C et P. Ce qu'on a dit tantôt. Là. Avec les carottes et le colbats au centre. Comme tu disais, il y en a 1 milliard, puis ça fait 500 Le 000. cobalt. Ça a fait c'est ça, 1 milliard, ça fait 500 000 couples, là, que ça fait beaucoup d'énergie. 500 000. Puis il en est resté un. Bon, Okay. C'est ça. Si je l'ai. Pas mon faute. Si moi je payais pour C'est à partir de celui qui s'est resté que ça a formé l'univers. Former l'univers, c'est tout. Ouais, autrement dit, ils ne sont pas faits au même temps. Les temps c'est ça. C'est ça qu'on a dit tantôt. CPT était isolément symétrique, mais pas nécessairement ensemble. Une question de temps. Bon, ensuite, on va sortir un petit peu du domaine par rapport. La quantité. Du domaine inconcret, comme dirait là. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions là-dessus? Parce que c'est pas évident à comprendre. Oui? Prof, c'est l'heure du break. Non, c'est pas l'heure du break, il n'y a pas de météo. Parce qu'on allait pour aller pour te check en C'est correct. C'est rien envie de voler. C'est l'heure du break. Ça semble. Je vais continuer. Non, reste pas long, mais juste. On a fini. Non, D'ailleurs, c'est pas se faire porter ça dans la base. C'est sûr. On est payé à faire. Non, ok, c'est ça. OK. Donc, le rêve des ingénieurs. Bon, ça fait rêver les ingénieurs. Imaginez, matière, antimatière qui sont ensemble, ça fait une énergie incroyable. Okay? On est d'accord là-dessus, ça ne peut pas différer. Croyez-le ou non, on pourrait se rendre à l'approximation du Centaure en 10 ans. C'est incroyable. Donc, pour se rendre à l'approximation du Centaure, il faudrait arriver à une vitesse de près de la moitié de la vitesse de la lumière, soit 150 000 km/h. Mais Albert Einstein a proposé avec sa théorie de la relativité que bon, ça crée un alourdissement. Plus on vit, plus on vient haut. Okay? Donc, pour atteindre, quand on atteint le 3/4 de la vitesse de la lumière, on devient 50% plus lourd. Une petite espèce d'ordre de grandeur. Ça veut dire que si je m'en vais à 3/4 de la vitesse de la lumière, à la place de peser 120 livres, on pèse 250. Donc, mettons qu'on prend un petit vaisseau cheap, là, un gros comme la pompe.
On lui met du carburant dedans, puis on lui demande d'aller à un tiers de la vitesse de la lumière. Juste un tiers de la vitesse, c'est pas grave. Donc, ça prendrait la production d'électricité mondiale pendant 15 à 20 ans. Ça va prendre pour le propulser jusqu'au tiers de la vitesse. Ça prend beaucoup d'énergie. Bon. Et puis, bon, ça c'était une notion préliminaire. Bon. Et puis, bon, on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on pourrait bien les faire avancer? Bon, on va essayer par la fission. Bon, la fission nucléaire, à la place d'utiliser l'électricité normale, on va utiliser la fission, tu sais. Sauf que là, maintenant, il faut mettre ça quelque part, on va envoyer une centrale de fission nucléaire dans l'espace. Donc, on s'est dit, il faudrait mettre un contenant de très petit volume, sauf qu'à la température qu'il arrive la fission, ben, le contenant fondrait littéralement. Bon. Donc, c'est ça, ils se sont mêlés. Ils se sont mêlés à lui, quand on a raison qu'il y a rayon d'état. Parce que, donc, ce qui arrive, c'est qu'on arrive à l'hypothèse que, maintenant, on se dit, si on met de l'antimatière avec de la matière, ça fait beau. Ça fait beaucoup de rayonnement gamma. Ça crée beaucoup de rayonnement gamma. Donc, une tonne de fusion, moi je prends une tonne de fer pour faire la fusion. Okay. Et puis, je prends une tonne de fer pour faire la fusion. Donc, je suis allé à 1/10 de la vitesse de la lumière. Sauf qu'avec l'antimatière, j'ai juste besoin de 9 kg de matière. L'antimatière et de matière ensemble, 9 kg. Donc, c'est de 100 000 fois plus puissant que la fusion et la fission. Okay. Donc, ça fait évidemment arrêter les ingénieurs. Bon. Mais pourquoi on a dit ça en rêve? Pourquoi? C'est presque infaisable. Et je vais vous dire, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un rêve? Dans l'espace. Hein? Dans l'espace, il faut les prendre. Donc, oui, c'est un bon aussi, mais bon. Évidemment, là, j'ai dit, bon, on pourrait se rendre, ça prendrait 9 kg pour se rendre, bon, à la vitesse de la lumière. Sur 1/10 de la vitesse de la lumière pour se rendre sur Proxima du Centaure en 10 ans. Très bien. Sauf qu'il faut les faire, c'est 9 kg de matière-là. Donc, au CERN, ce que j'ai parlé tantôt, bon, ben, eux autres, ils font 1 milliard d'antiprotons par 10 minutes. Ils en font pas mal. Bon, sauf que là, les antiprotons, ils flyent en moitié. Il faut les ralentir. Donc, on met des plaques de métal. Puis, évidemment, les plaques de métal, quand l'antiproton frappe une plaque de métal, ben, il ralentit, évidemment, mais il perd de son énergie parce qu'il y a une réaction entre la matière et l'antimatière. Donc, ensuite, bon, ça prendrait. Faudrait les prendre dans un champ. Là, après cette étape-là, il en reste environ 1 million. Okay, sur le milliard qui est parti. Il en reste environ 1 million. Il faudrait les prendre dans un champ magnétique pour les faire rester au même endroit. Okay? Bon, ensuite, pour faire 1 gramme d'antimatière, ça prendrait 1 milliard d'antiprotons. Si vous savez calculer, ça donne environ 9 milliards d'années pour faire 9 kg d'antimatière. Okay. Alors, c'est long. Donc, bon, évidemment, l'antiatome est stable. On peut le réfrigérer dans un piège magnétique. Ça permet de le conserver pendant, je dirais, 9 à 10 semaines. Parce qu'après ça, il perd ses facultés. Donc, on pense que, bon, évidemment, on ne sent pas d'allure 9 milliards d'années pour faire 9 kg, c'est bien beau, la science-fiction. Alors, ce qu'on va dire, c'est qu'on s'est dit, si on mettait l'antimatière comme une espèce de catalyseur pour se faire que, bon, ça permettrait de. Ça pourrait en créer d'autres. Donc, on s'est dit, mettons, je prends. Bon, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Je prends l'antimatière, un antiproton, mettons, et puis je l'envoie sur un noyau. Un bouton. Un noyau d'uranium. OK? Je l'envoie dessus. Ce qui va se dégager de ça, il va y avoir des pions et de l'énergie. Okay? Les pions, c'est une particule. C'est un type de matière. Okay? Donc, les pions vont s'occuper du reste du noyau. Parce que, bon, quand le proton rentre en contact avec les protons de cet anneau-là, il ne reste plus grand-chose. C'est le carnage. Donc, il y a beaucoup d'énergie qui sort, vraiment. Et puis, les pions vont s'occuper de manger le reste, ce qui reste. Et puis, bon. Puis, qu'est-ce qu'il y a dans un noyau? Savez-vous qu'est-ce qu'il y a dans un noyau? Un noyau atomique. Ah, non, Noyau atomique. proton. Proton et neutron. OK?
Donc, si les protons s'en vont, qu'est-ce qui reste? Les neutrons. Donc, ça néglige beaucoup de neutrons. Comme ça dégage beaucoup de neutrons, vous savez ce qu'on a besoin pour la fusion nucléaire? Des neutrons. Donc, évidemment, tous les noyaux, il va rester environ 6 fois plus de neutrons que dans une réaction nucléaire. Donc, si on dit 6 fois plus de neutrons, ça veut dire que les neutrons vont pouvoir aller frapper 6 fois plus d'autres comme ça. On va faire 6 fois plus d'énergie pour les ralentir. Donc, ça fait 6 fois plus d'énergie que la fusion nucléaire. La fission nucléaire, justement. Donc, évidemment, il y a plus de réactions en chaîne, ça fait plus d'énergie. Bon, si on réussit à partir de ça, cette réaction en chaîne-là, ça donne environ 15 tonnes de TNT en niveau de chaîne. C'est assez impressionnant. Donc, on pourrait se rendre en Pluton en 3 ans. Avec 1 seconde de propulsion par jour. Mettons, on se part avec 1 seconde, puis on part. Après ça, l'autre jour, on se propulse encore d'1 seconde. Puis on pourrait se rendre en Pluton en 3 ans, mais on rêve encore. On arrive à 4.2.2. Tu hier, il faut avoir l'interrogation. Ben bon, l'énergie, mais elle peut partir n'importe où. Il faut la diriger quelque part. Comment canaliser cette énergie? Bon, évidemment, ce que ça envoie, c'est beaucoup de rayonnement gamma. C'est cela. Ça a des rayonnements gamma, excusez mon gamma. Évidemment, là, on pourrait les faire passer à travers une plaque de plomb. Et les rayonnements gamma, c'est comme ça. Un rayon X. Un rayon X, comme de notre appelé. OK. Donc, on va pouvoir faire des rayons X. Et bien après ça, avec les rayons X, on va pouvoir les faire passer à travers une plaque de titanium pour qu'ils puissent faire de l'énergie. Sauf que là, en les faisant passer à travers une plaque de titanium, la plaque de titanium, elle va fondre. Il n'y en a plus. OK? Donc, en plus, ça prend un principe d'action-réaction. Donc, il faut jeter de la matière par un bord pour avancer. Donc, si on jette juste des rayons, on ne peut pas avancer. Donc, ça prend de la matière, il faut jeter. Okay. Donc, par exemple, on dit, évidemment, ça prend beaucoup de rejet de matière, puis c'est impossible de faire des tiers qui vont résister à cette température-là. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'en 1950, il n'y avait aucun matériel qui était capable de résister au moteur de la fusée Ariane 5. Puis, on était capable de la faire décoller. C'est pas la plus puissante. Et puis, bon, évidemment, l'antimatière, c'est l'énergie par rapport au poids, c'est très avantageux. Puis, l'enjeu vaut la peine. Conclusion. Conclusion. Évidemment, l'antimatière permet le rêve, c'est sûr que ça permet le rêve, à 5 minutes. Ça permet le rêve, évidemment, c'est sûr que c'est bien beau, puis on pourrait aller à des vitesses incroyables, puis tout ça, ça serait splendide, on pourrait. Sauf que, et puis j'ai une autre petite question aussi. Là. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'antimatière? C'est un peu non bâtard. Dans le fond, c'est parce que si nous autres, on est l'antimatière, si on était l'antimatière, on appellerait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là. Maintenant, mettons, nous autres, on est l'antimatière, on appellerait ça l'antimatière, on se prendrait pour de la matière. On se prendrait pour de la matière. Mais dans le fond, on ne sait pas si on est de la matière. On ne sait pas. On ne sait pas qu'il y en a d'autres qui existent. Nous autres, on peut être antimatière et penser On aurait pu définir qu'on est. Tu sais, quand tu ne sais pas. Nous autres, on se connaît parce qu'on se dit on est de la matière, on a moi, survécu, mais dans le fond, ça pourrait être aussi bien être le contraire. On ne sait pas laquelle des deux qui a survécu. On a appelé ce qui n'a pas survécu Mais l'antimatière. j'ai lu dans le Discover, là, il y a des étoiles, là, énormes. Oui. Et j'ai rouge. Énormément massives. Puis quand ils explosent, au lieu de former des trous noirs, puis des étoiles à neutrons, des quasars, puis ils disparaissent complètement. Puis ils prétendent que ces étoiles-là, ils produisent de l'antimatière. À un moment donné, quand il y a assez d'antimatière, l'étoile disparaît complètement, détruite, il ne reste rien. Ben, Évidemment, c'est- et puis si l'autre. non, mais je veux dire, il ne reste rien. Le visible dans tu sais, Non, l'étoile elle disparaît, puis, Tu tu sais, il ne reste rien de visible. Il peut y avoir de l'énergie. C'est entendu qu'il doit rester de l'énergie dans l'espace, dans l'univers. Au lieu de former un trou noir,
C'est ce qu'il dit, je trouve. Évidemment, ça me donne effectivement une matière à réflexion, tout ça. là, c'est beaucoup de... ça me donne de C'est la seule explication. Ouais, C'est la seule explication qu'ils peuvent donner pour une Ben, étoile. en Il n'y a attendant, rien. En attendant, bon, ben, on va dire que les astrophysiciens peuvent enfin dormir sur leurs deux oreilles parce qu'ils ont enfin trouvé quelque chose qui pourrait expliquer notre univers. Puis que, bon, on pourrait peut-être faire quelque chose. Ils n'ont pas trouvé d'étoiles dans ce matière. Pardon? Ils ont trouvé des étoiles dans ce matière. Non, non, je pense pas, non. Non, parce que si les rayonnements d'antimatière arrivaient jusqu'à nous, donc ce serait de l'antilumière, si on veut. Ah, ils se rendent Ils se rendent pas, ça Non. ferait de rayonnement gamma. pas. S'il y en a, on les voit pas. C'est ça. S'il y en avait, il peut y en avoir des étoiles antimatière, mais Si on dit, mettons, le soleil, faudrait- le soleil si on serait a fait pas dans savoir, il faudrait que l'antimatière. l'étoile antimatière, quand Comment on est-ce qu'on frappe peut un prouver? autre, part. Comment est-ce qu'on peut prouver que le soleil n'est pas fait d'antimatière? Ces rayonnements se parviennent jusqu'à nous. Et si ce serait des anti-rayonnements, évidemment, si il rentrerait en contact avec En l'atmosphère, contact avec un autre, tu pars. ben, là, ça fait des rayonnements gamma. Comment Donc, prouver qu'il n'y en a pas un autre plus petit dans ce matière? ah ben là, on ne sera c'est jamais pas capable de... Pas de problème. Ce serait des rayonnements gamma. là. Ah ouais, je pense que ça se promène. C'est ça. Donc, évidemment, ça donne matière à réflexion. Puis, bon, puis depuis ce temps-là, ben, les astrophysiciens ont trouvé le sommeil. Mais là, d'ici 3-4 mois, je suis sûr qu'il va y avoir quelque chose d'autre qui va se produire. Puis, on va pouvoir trouver quelque chose. Alors, c'est une photo. Je devrais revenir pour votre devoir. Ah, ben, ça m'a l'air que j'ai pas eu le temps. Donc, tant pis, vous autres, vous n'aurez pas de devoir. N'oubliez pas d'étudier pour l'astro-quiz la semaine prochaine. Alors, c'est ça. Merci beaucoup. Bon, La semaine prochaine, c'est ce soir. C'est le mois prochain, C'est le mois de janvier? le mois de janvier. voilà. C'est la fédération.